Eh ben, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui devient un peu traditionnel du vendredi fin de matinée chez Sony. Alors aujourd'hui, on va vous parler de fonds datés avec deux nouveaux fonds que nous avons lancés. On a déjà présenté ces deux fonds il y a maintenant un mois. L'idée, c'était de faire un point un mois plus tard, un petit peu là où on en était, de vous donner un niveau d'information un peu plus complet. Donc comme d'habitude, c'est en mode très ouvert ce webinaire. Donc vous avez le petit onglet en bas à droite questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous êtes très nombreux, donc voilà. Si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes, comme d'habitude, Blaise et moi, on reprendra la main pour vous envoyer l'ensemble des informations nécessaires dans un temps numéro 2. Voilà, on va essayer de faire tenir ça dans une petite trentaine de minutes. Bon, ça risque sûrement de dépasser un peu parce que voilà, on est tous un peu bavards et puis c'est un sujet qui est effectivement passionnant. Et sur lequel on a plein de choses à raconter. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc on va y venir dès à présent. Alors, je reviens 2 secondes. Je vais pas en faire une heure pour ceux qui auraient été sur Mars au cours des 3 derniers mois. Voilà, la fusion entre Sony et SPPI Finance pour donner naissance à un acteur qui s'appelle Sony et un acteur sur lequel finalement on va continuer de renforcer notre expertise et notre ADN obligataire. C'était l'ADN de Sony, c'était l'ADN de SPPI Finance. Donc voilà, cet ADN obligataire, on va encore vous en parler aujourd'hui au travers de ces deux fonds datés. Donc un ADN très fort sur l'univers obligataire qui va nous permettre de raconter beaucoup de belles histoires. Au-delà de l'univers très fort de l'ADN obligataire, ce que nous apporte cette fusion, au-delà d'un effet de taille également, parce qu'aujourd'hui c'est plus d'1 milliard d'euros Sony sous gestion, ça reste une société totalement indépendante et ça je suis pour le coup plus qu'attaché. Voilà, donc c'est une seule chose que je peux vous garantir aujourd'hui, c'est pas forcément le rendement de ce qu'on va faire sur nos fonds obligataires, mais ce que je peux vous garantir, c'est que Sony va rester indépendant. Et donc ça, c'est une vraie garantie. Donc, et pour pouvoir faire des choses qui nous ressemblent et qui continuent d'être le plus passionnant possible. Donc un univers très large. Je m'arrête juste une seconde parce que ça va être un des sujets de ce webinaire sur la partie investissement responsable ESG. C'est, comme je l'ai beaucoup dit, c'était pas le sujet sur lequel Sony en était le plus en avance. À l'inverse, c'était un sujet sur lequel les PPI, eux, étaient très en avance. Le mix des deux donne naissance à un fonds qui s'appelle Sony Green Bonds 2028, dont on va parler. Donc ça, c'est un vrai sujet différent pour nous, différenciant. Et on va voir comment on traite ce côté ESG, parce qu'il y a eu beaucoup de papiers, beaucoup de choses de dites autour de cet univers ESG. On a essayé de trouver un angle qui nous semble le plus pertinent. Et au travers d'un fonds daté, ça nous a semblé être très pertinent et on y reviendra tout à l'heure. Les savoir-faire historiques de la maison, vous les connaissez, hein. Une vraie force sur la partie obligataire, la gestion diversifiée, la gestion action, beaucoup de choses sur mesure. Voilà, donc des fonds obligataires sur mesure pour faire de la thèse de l'entreprise, des fonds de fonds sur mesure. Enfin voilà, un ADN qui est très aussi société de service au-delà d'être société de gestion. Et donc voilà. Donc l'univers obligataire global chez Sony aujourd'hui, voilà à quoi il ressemble. Alors on va parler de fonds datés, mais pas que. Aujourd'hui, c'est une gamme avec 3 fonds. Un fonds short duration qui s'appelle Sony Short Duration. Donc un fonds avec une durée courte qui retrouve tout son intérêt aujourd'hui effectivement avec des taux courts qui rémunèrent. Donc c'est une vraie alternative à des fonds monétaires pour aller chercher un peu plus de rémunération. Mais on aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur cette gamme obligataire plus largement quand on fera un webinaire dédié à cette gamme obligataire. Ensuite un fonds obligataire multistratégique qui s'appelle SPPI Multi-Oblig. Il va s'appeler Sony Multi-Oblig, ça va être la fusion de Sony Eurostratégique, notre vaisseau amiral historique, et de SPPI Multi-Oblig. On reviendra aussi sur cette gestion multi-stratégie obligataire. Et puis notre fonds aussi historique, Sony Eurocrédit, géré par Kevin, qui est un fonds pur crédit en euros à dominante high yield. Donc on y reviendra un petit peu parce qu'on va beaucoup parler de high yield dans la deuxième partie quand on va parler du fonds Sony Opportunité 2029. Et puis une gamme de fonds datés que vous connaissez. Voilà, et donc les deux fonds dont on va parler tout de suite après. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, avant de laisser la parole aux hommes de l'art, j'aime bien représenter systématiquement cette slide parce que l'univers obligataire, ça n'aura échappé à personne, a retrouvé toute sa place dans les allocations d'actifs des clients. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a tous compris la hausse des taux de 2022 et patati et patata, donc on ne revient pas là-dessus. En revanche, c'est vrai qu'il y a toujours une question qui se pose aujourd'hui entre est-ce qu'il y a un match entre fonds datés et fonds ouverts. Alors nous, on croit qu'il n'y a pas de match, hein. Évidemment, on fait les deux. Donc chacun peut trouver son bonheur des deux côtés de la barrière. Mais en fait, ces deux typologies de fonds, même si c'est une dominante obligataire à l'intérieur, ils répondent à des problématiques différentes. On voit bien qu'un fonds daté, c'est plus simple en termes de commercialisation, que c'est très lisible. Voilà, on va parler d'une maturité, on va parler d'un niveau de rendement, on va avoir une visibilité très forte sur le résultat final. Et c'est vrai que souvent, le fonds daté ou les fonds datés, c'est une bonne première marche pour redécouvrir l'univers obligataire.
Donc voilà, c'est un sujet qui est plus facile à expliquer, qui est plus facile à comprendre. Et puis en face de ça, il y a les fonds ouverts. Alors évidemment, dans le même univers, hein, et d'ailleurs géré par les mêmes personnes. Hein, chez nous, Kevin qui gère Opportunité 2029, c'est aussi lui qui gère Eurocrédit. Dimitri qui gère Multi-Oblique, c'est lui qui va gérer Green Bonds 2028. Donc c'est la même équipe qui fait ça. Hein. Donc dans le même univers. Mais évidemment, dans les fonds ouverts, le gros intérêt aujourd'hui versus les fonds datés, c'est que ce sont des fonds qui vont être beaucoup plus adaptables à des environnements de marché qui, de facto, vont être mouvants. Donc ça, c'est un élément important. Ça sera plus flexible en termes de gestion. Et puis, évidemment, on peut imaginer que les rendements sont supérieurs, mais c'est plus compliqué peut-être à commercialiser. Mais en tout état de cause, voilà, les deux ont toute leur place aujourd'hui dans une allocation d'actifs, ou fonds datés ou fonds ouverts. Après, évidemment, vous avez le choix. Et donc, ces éléments-là, vous les retrouvez systématiquement chez nous. Alors, de quoi on va parler on va parler d'un fonds qui s'appelle Sony Green Bonds 2028 et d'un fonds qui s'appelle Sony Opportunité 2029 High Yield. Donc, deux fonds radicalement différents les uns des autres, dans un univers obligataire, évidemment. Un plutôt très investment grade, l'autre plutôt très high yield, un plutôt très vert et un plutôt très normal, mais aussi article 8. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur la partie Green Bonds 2028, parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions. Je vous avoue que moi aussi, très humblement, avant d'avoir fusionné avec SPP de Finance, j'avais un peu oublié ce qu'était un Green Bonds. Donc, on va vite rentrer dans le vif du sujet pour vous détailler ce qu'il y a dedans, comment ça marche, ce qu'on peut en attendre, quels sont les risques et quel est l'univers que cela regroupe. Et puis surtout, on essaiera de voir à quelle typologie de clients ça s'adresse, parce que bien évidemment, c'est quelque chose de très innovant et d'assez spécifique. Donc, Dimitri, je te laisse la main. Je vais dérouler les slides pour parler de Green Bonds 2028. Une jolie photo avec des arbres et du vert. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est un Green Bond? Merci Christophe. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour parler de ces deux fonds datés. Donc, on va commencer avec le fonds Green Bonds 2028. Alors, le cœur du sujet, c'est évidemment qu'est-ce qu'un Green Bond. C'est là où il y a tout l'intérêt de ce qu'on a voulu mettre dans ce fonds daté. Alors, on va diviser le marché en trois catégories, le marché obligataire en trois catégories. On a historiquement les obligations classiques, je dirais, qui n'ont pas de lien avec les questions d'environnement ou de problèmes sociaux ou de gouvernance. Donc, ce sont les obligations qu'on a toujours connues historiquement. On a eu deux nouveaux types d'obligations sur le marché. Le premier, qui est les Sustainability Linked Bonds, qui ne va pas concerner le fonds Green Bonds, parce que ces obligations, ce qu'on appelle les SLB, sont finalement une obligation qui sont liées à des critères ESG des émetteurs, notamment par exemple sur des critères d'émissions de gaz à effet de serre, où le coupon, la rémunération de l'obligation va pouvoir être complétée, va pouvoir être un peu supérieure en fonction de résultats de l'émetteur sur ces critères d'émission. Donc finalement, l'objectif de l'émetteur quand il vient chercher du financement sur les marchés, il n'est pas du tout alloué, il n'est pas du tout flagué comme finançant particulièrement des problématiques sociales, de gouvernance ou d'environnement. Là où le vrai marché ESG est, c'est l'objectif même du fonds, c'est d'aller vraiment sur des obligations sur lesquelles le financement sera dirigé vers des projets bien spécifiques. Donc, il existe des social bonds avec des financements qui sont levés pour aller financer des objectifs sociaux comme le logement, l'emploi, le soutien de minorités dans certains pays, etc. La liste est assez longue. Et on a toutes les obligations qui vont être émises pour aller financer des projets green, des projets avec un impact environnemental positif et durable. Et donc, c'est là le cœur du portefeuille avec les green bonds. La troisième catégorie, ce sont les sustainable bonds qui combinent à la fois des projets environnementaux et des projets sociaux. Donc, le fonds Green Bonds 2028 va investir très majoritairement dans des green bonds et également dans des sustainable bonds, puisque ces obligations participent également au financement de projets verts, de projets green, de projets qui ont vraiment un impact positif sur l'environnement. Le point important est que la dénomination
de ces green bonds est vérifié et contrôlé de façon très stricte par des tierces parties, notamment Bureau Veritas ou Sustainalytics, qui vont vérifier que ce que dit l'émetteur sur la vocation des montants levés sur des marchés est bien alloué à des projets qui répondent à des principes qui sont les Green Bond Principles émis par l'ICMA, l'International Capital Market Association. Et c'est quelque chose de très normé juridiquement, en termes de reporting, c'est quelque chose d'assez lourd pour les émetteurs. Et on a une vraie vérification de l'allocation de ces montants levés sur les marchés. Le dernier point, c'est que l'objectif de ce fonds n'est pas nécessairement d'aller uniquement financer les émetteurs qui sont les plus vertueux en termes de critères ESG. On a fait le choix, on a pris parti de faire l'effort d'aider les émetteurs qui peuvent être aujourd'hui dans une situation par rapport aux critères ESG qui n'est pas forcément optimale, mais qui, par des émissions green et sustainable, vont vouloir améliorer les choses et avoir un vrai objectif de corriger cette dynamique. Et donc, on va les soutenir en participant justement à leur émission green et ainsi de faire évoluer les modèles économiques de l'ensemble des acteurs et pas uniquement ceux qui sont déjà les mieux disants en termes de critères ESG. Parfait. Alors, juste un point également qu'il faut bien avoir en tête. Comme Dimitri l'a bien expliqué, Green Bond, c'est pas un label. Vous avez vu, il y a eu toute cette bagarre entre les différents labels, c'est moi qui suis le plus beau, c'est moi qui suis le plus fort et patati et patata. Là, c'est vraiment pas un label, c'est quelque chose qui est très normal. On verra tout à l'heure, Dimitri parlait de reporting, on vous mettra un exemple de reporting pour que vous voyez vraiment la précision quasi à l'euro près de tout l'argent qui est utilisé, dans quoi il est utilisé, pourquoi il est utilisé. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment très normé, très précis, et qui évite un peu tout ce greenwashing dont on a beaucoup entendu parler. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller sur cet angle-là, parce qu'il nous semblait que c'était vraiment l'angle le plus simple et le plus propre, avec tous les guillemets qui vont autour, pour faire du vert. Peut-être un petit point sur le nombre, le bassin d'émetteurs, parce que c'est vraiment très très large. Oui, alors les émetteurs sont très hétérogènes sur les green bonds. C'est ça qui est intéressant pour en faire un fonds daté. On a d'une part les financières qui elles-mêmes, les banques, participent au financement de projets green et à la transition écologique de par la sélection des investissements qu'ils vont pouvoir financer. Donc les bancaires, bien sûr, sont un émetteur important de green bonds. On a ensuite les gouvernements, les sociétés parapubliques, comme les régions, ça peut être des villes, ça peut être la SNCF, par exemple, la Caisse des dépôts en France, pour citer quelques exemples bien connus. Et ensuite, on a toutes les entreprises privées classiques, que ce soit sur les utilities, sur la communication, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est énergie renouvelable, bien sûr, l'industrie, le logement. Toutes ces entreprises-là viennent émettre sur les marchés, sur des green bonds pour faire ce travail d'impact sur l'environnement. On voit que le marché a été très dynamique entre 2017 et 2021 avec une vraie croissance du marché des green bonds qui ont vraiment pris de l'ampleur et de l'importance. En 2021-2022, on était autour de 220 milliards d'émis sur les marchés. On était au-dessus des 200 milliards en 2023. On s'attend pour 2024 à se rapprocher des montants de 2021-2022 et pourquoi pas atteindre les 250 milliards émis sur les marchés avec, on voit bien chez les émetteurs, de plus en plus d'intérêt sur ce type d'obligations précis. Et on constate sur les derniers mois, derniers trimestres, un appétit grandissant du marché sur ces problématiques environnementales. Ça, c'est un sujet très important. Ça veut dire qu'on a de la liquidité, ça veut dire qu'on peut trouver beaucoup de papier. Donc, c'est pas un fonds sur lequel on va être exsangue et les problématiques de liquidité qu'on peut connaître parfois sur certains marchés. Là, clairement, il se pose pas du tout. C'est vraiment un sujet qui se pose pas du tout. Ça, on en a un peu parlé. Tu veux raconter un peu quelque chose là-dessus? Oui, alors, en dehors de la typologie des émetteurs, parce qu'on a des projets spécifiques qui concernent forcément, quand on entend Green Bond, on dit il va y avoir beaucoup d'énergie renouvelable, etc. C'est vrai, il y a pas mal de projets dans l'énergie, que ce soit pour l'éolien, le solaire
ou des infrastructures électriques innovantes et plus vertueuses pour l'environnement. Mais pas que. Il y a aussi beaucoup sur la construction, notamment sur tout ce qui est logistique, avec des usines à basse émission ou impact CO2 neutre. On a sur les transports, sur les infrastructures, sur le traitement des eaux, sur le traitement des déchets, l'industrie également. Donc c'est vraiment très diversifié en termes de projets. Et c'est là qu'on voit que finalement les efforts sur ces critères ESG, notamment sur l'environnement, peuvent être faits sur plein de sujets différents, plein de projets différents. Et c'est ça qui est intéressant à adresser aujourd'hui en termes de financement. Ici, on a l'exemple d'un rapport d'un émetteur sur une obligation Green Bond qui est EDP, Energia de Portugal. Ce qui est intéressant ici, c'est de rappeler que dans les Green Bond Principles, on a finalement 4 piliers qui sont très importants pour qu'une obligation soit définie comme Green Bond. On a un premier pilier qui est la description des financements. Donc, l'émetteur, en amont de l'émission obligataire, doit rédiger un rapport extrêmement complet et précis sur l'objectif des financements qui seront effectués. Et le deuxième pilier, qui est la sélection de projets, qui est peut-être un des piliers les plus importants, avec quels projets vont être concernés par les émissions qui seront faites, dans quelle durée, comment ces financements seront utilisés tout au long de la vie de l'obligation. C'est quelque chose de très précis et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs ici sur cette slide. On a le fléchage finalement des financements qui ont été utilisés avec par type de projet, le type de technologie utilisée, le pays et la région dans lequel le projet a été fait, quelles sont les dates, quelles sont les métriques, l'impact environnemental que ces projets ont pu avoir, là en l'occurrence en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement documenté. Les deux autres piliers sont la vérification des impacts environnementaux. On le voit sur la colonne de droite avec les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre évités grâce au financement de ces projets. Et enfin, le dernier pilier qui est tout aussi important que les autres, c'est le reporting. L'obligation de reporting de la part des émetteurs sur ces obligations Green Bond est extrêmement fort. C'est un reporting très complet, aussi bien sur, comme je l'ai indiqué, sur les futurs projets ou les projets en cours de financement, que sur ce qui a été fait et quelles sont les résultantes en termes de données ESG, notamment environnementaux, qui peuvent être faits. Donc, c'est vraiment quelque chose de très encadré. Comme l'a dit tout à l'heure Christophe, ce n'est pas un label, mais c'est vraiment bien un type d'obligation bien à part dans le marché qui a un cadre juridique très fort. Alors ça, c'est ma meilleure slide, comme dirait mon fils. Vraiment, c'est celle que je préfère parce que c'est celle qui m'a impacté quand on a décidé de dire, allez, on va essayer de capitaliser sur l'expertise ESG de SPPI pour essayer de créer quelque chose autour de ça. Je te laisse en parler, ça me démange de le faire, mais je te laisse le faire. Vas-y. Oui, c'est vrai que la première question qui peut venir à l'esprit quand on parle de financement ESG, on se dit, mais c'est super, c'est très bien, on participe à cette amélioration finalement des industries, des financements sur des projets positifs, durables. On se dit, c'est sûrement plus cher, en fait, ou on a quelque chose à y perdre quelque part. En fait, la réponse est non. Dans le marché, il n'y a clairement pas de différence de rendement, de portage, donc de futures performances à investir sur des obligations Green Bond. On vous a fait une petite sélection d'obligations tout à fait représentatives du marché sur des maturités 2028 qui concernent bien sûr la maturité du fonds daté, avec d'une part la première ligne avec le pictogramme vers l'obligation Green Bond, avec le rendement de l'obligation concernée, et en dessous, une obligation qui n'est pas une obligation green, qui est une obligation classique, mais du même émetteur, d'une maturité extrêmement proche, du même rang, c'est-à-dire qu'il y a exactement la même notation, il n'y a pas de différence de subordination, donc on est exactement sur le même type de risque. Quand on investit sur une obligation Green Bond, on a exactement le même risque d'émetteur que lorsqu'on investit sur une obligation classique. Il n'y a pas de différence de risque en termes de signature. Et donc là, on constate que les rendements sont quasi équivalents, à la différence près de
petite question de marché, de liquidité, de taille d'émission ou de timing au moment à laquelle on prend la photo de ces rendements de différentes obligations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de différence de rendement entre une obligation green bond et une obligation classique. Alors c'est le cas aujourd'hui parce que c'est un marché qui finalement est encore assez peu adressé par les investisseurs, mais c'est très intéressant de ce point de vue-là de pouvoir se positionner aujourd'hui parce que c'est tout à fait possible que dans les mois, les trimestres à venir, de plus en plus d'investisseurs s'intéressent aux green bonds et se rendent compte que c'est quelque chose de très intéressant à faire et que ces green bonds se renchérissent par rapport aux obligations qui ne sont pas green. Donc ça pourra nous permettre, en se positionnant aujourd'hui sur ce type d'obligations, de bénéficier de ce renchérissement de marché. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de perte de performance, il n'y a pas de sacrifice de performance à aller financer des projets green par rapport à des obligations classiques. Alors, vraiment, clairement, on aurait pu faire d'ailleurs ce slide sans mettre les pictogrammes et vous faire choisir finalement lequel était vert ou lequel n'était pas vert. C'est vraiment ce qui nous a décidé aussi à aller sur ce fonds en se disant, voilà, aujourd'hui, il ne faut pas que le green apporte un sacrifice de quelque chose. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au bout du compte, vous allez acheter le même papier pour porter le même risque sur la même durée avec la même rémunération. Donc là, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que je veux faire du vert ou pas du vert? Alors là, évidemment, la réponse, elle est beaucoup plus facile. Et assez naturellement, les gens vont dire, bah oui, évidemment, je veux faire du vert parce qu'on a des composantes qui sont strictement les mêmes. Et donc là, pour le coup, c'est juste un choix, et qui est un choix finalement naturel ou pas, d'ailleurs, en fonction des envies de chacun. Mais en tout cas, c'est plus facile de choisir quand on ne doit pas abandonner quelque chose, ou quand on ne porte pas plus de risques, ou une durée plus longue, ou autre chose. C'est exactement ce qu'on est en train de faire sur les green bonds. Et c'est vraiment, pour moi, un sujet qui est extrêmement simple et extrêmement évident à raconter. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais peut-être raconter aussi qu'il y a vraiment de la place pour faire des choix et que c'est un marché qui grandit. Et donc, comme tu le disais très justement à l'instant, à un moment donné, plus de gens vont s'intéresser à ces green bonds, plus on peut imaginer qu'en termes de rémunération, on devrait être assez confortable. Oui, on l'a vu tout à l'heure, les montants d'émissions par an. Aujourd'hui, on a un marché sur libellé en euros qui est très important, avec plus de 1000 milliards d'euros d'obligations green bonds émises sur le marché. Donc, c'est des montants qui sont vraiment colossaux, avec une répartition donc, du marché en 3 tiers entre, d'un côté, les financières avec les banques, d'un autre avec les États et les sociétés parapubliques, et le 3e tiers avec des entreprises privées. Pour ce fonds Green Bonds 2028, on a une volonté vraiment d'avoir une très bonne liquidité, d'investir sur des souches qui sont très liquides. Donc, on regarde uniquement les tailles d'emprunt qui sont supérieures à 250 millions d'euros. Généralement, elles sont entre 500 et 750 millions. Mais c'est important pour nous de garder une très bonne liquidité des investissements sur ce fonds. On va sélectionner uniquement, comme je disais tout à l'heure, des green bonds et quelques sustainable bonds en complément lorsque cela a un sens et lorsque cela est intéressant pour le portage du portefeuille. Ensuite, sur le focus du fonds 2028, on fait un zoom en quelque sorte sur les maturités 2028 et on se rend compte qu'il y a encore énormément de place pour investir sur un fonds qui sera très diversifié. On a aujourd'hui dans la maturité choisie du fonds plus de 380 obligations avec près de 250 émetteurs. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir une très forte hétérogénéité, des lignes, des pondérations de lignes qui seront relativement faibles et avoir une vraie diversification du risque sur ces émetteurs, avec une répartition qui sera en fonction des opportunités de marché, mais l'objectif est bien sûr de financer l'ensemble des émetteurs, que ce soit sur les financières, sur les emprunts d'État et sur les sociétés privées. Un point important à noter, c'est que ce marché est quasi exclusivement investment grade en fait. Les sociétés qui émettent des green bonds aujourd'hui sont à plus de 98% des sociétés qui sont notées investment grade, généralement avec des très bonnes notations. On va le voir, le portefeuille cible a une notation moyenne de BBB+, entre BBB+ et A-, donc c'est des sociétés très bien implantées, généralement de grande taille, parce qu'on parle de sociétés qui sont sur les infrastructures, sur l'énergie, etc. Donc c'est souvent des bilans très sains, ce qui fait que le risque crédit de l'émetteur sur ce fonds
sera forcément très faible. On a aujourd'hui un portefeuille cible qui offre un rendement autour de 3,5%, avec comme je disais, une forte diversité sur les émetteurs. Une notation moyenne de triple B+ à A-, avec des obligations notées investment grade à plus de 90% dans le portefeuille. Ça, c'est une condition prospectus, avec des titres en portefeuille qui varieront entre 70 et 80 émetteurs dans le portefeuille en fonction des conditions de marché, en fonction du primaire qu'on attend assez fort sur 2024, et un objectif de performance qui correspond à une obligation 5 ans de l'État français plus 100 BP, ce qui est le cas actuellement, parce qu'on a une rémunération de l'OAT 5 ans aujourd'hui qui est un peu inférieure à 2,5%. On a un portage du portefeuille cible qui est supérieur à 3,5%. Parfait. Merci beaucoup, Dimitri. Bon, là, honnêtement, plus aucune excuse de ne pas faire du vert, hein. Parce que là, les choses sont assez claires et c'est vrai que en termes de risque, il y en a relativement peu. Le risque de crédit est quasi inexistant. Alors, juste pour vous faire une petite transition avant d'attaquer la partie un peu du high yield avec Kevin. Aujourd'hui, globalement, on a deux typologies de personnes que ça intéresse. On a ceux qui sont très intéressés par la matière verte au sens propre, où là, pour le coup, tous les éléments de reporting que Dimitri, dont parlait Dimitri tout à l'heure, qu'on a montré, sont des éléments qui sont essentiels pour pouvoir choisir. Et donc, on va creuser la matière verte pour ce qu'elle est. Et puis, il y a tout un tas d'autres personnes, alors je ne devrais pas dire ça, mais c'est la réalité, qui sont aussi intéressées un peu par défaut, en se disant il faut que je fasse du vert d'une manière ou d'une autre, j'en fais peut-être pas assez, j'ai vraiment besoin d'en faire. Et là, pour le coup, c'est le bon angle de notre point de vue, en tout cas, c'est la bonne marge pour faire du vert. Il n'y a pas de risque crédit, on est sur des durées qu'on maîtrise, avec des niveaux de rémunération qu'on comprend, sur des papiers sur lesquels il n'y a vraiment aucun risque de crédit. Donc, c'est le bon moyen de faire du vert, entre guillemets un peu par défaut, mais ça permet d'adresser cette matière-là de façon un peu différente, avec quelque chose qui est assez facile à comprendre, qui est assez facile à expliquer d'ailleurs, hein, pour le coup, et qui permettra effectivement de rajouter une couche de vert dans beaucoup de portefeuilles qui en manquent souvent pour des mauvaises raisons, mais souvent parce qu'effectivement on a l'impression que le vert va nous coûter quelque chose et que les performances ne sont pas forcément au rendez-vous. Là, il n'y a pas d'histoire de différentiel de performance, on l'a expliqué tout à l'heure, donc on est très confortable pour faire du Green Bonds 2028, donc j'espère que vous y trouverez un gros intérêt. Alors, à l'autre bout du spectre, Sony Opportunité 2029 à yield. Alors ça, c'est vraiment le savoir-faire historique de Sony. Avec Kevin qui est avec nous depuis de très nombreuses années. C'est un vrai savoir-faire qu'on a en termes de sélection de titres, en termes de sélection d'émetteurs. Ça c'est vraiment notre métier historique. On a bien travaillé autour de ce métier-là. Kevin a beaucoup travaillé autour de ce métier-là et plutôt très bien. Donc Kevin, je te laisse la main pour refaire un point un peu sur le crédit d'entreprise, sur le high yield et démystifier un peu cette partie-là, parce qu'on va voir que le high yield, c'est pas forcément que des choses très moches, ça peut être parfois des choses plutôt très sexy même, sur lesquelles on peut imaginer de trouver des niveaux de rémunération intéressants et sur une durée plutôt longue aujourd'hui, parce que c'est une des vraies questions qu'on nous pose. Est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de loquer un taux sur une période beaucoup plus longue, ou là où les taux seraient amenés à baisser? Et donc, c'est autour de toutes ces questions-là qu'on va travailler maintenant avec Kevin. Kevin, je te laisse la main. Merci Christophe, bonjour à tous. Alors effectivement, on lance un deuxième fonds daté, un fonds daté un peu plus long, puisqu'on est sur une maturité de 2029 et on le fait sur un marché qui est un marché bien spécifique, qui est celui du haut rendement. Pourquoi ce fonds recèle de l'intérêt? Essentiellement parce qu'il y a du rendement. On trouve que les rendements sont encore satisfaisants sur le marché du high yield. Pour illustrer mon propos, je vous ai mis un graphique qui reprend l'évolution du rendement d'un panier d'émetteurs notés double B et simple B de durée 5 ans. Et on s'aperçoit que les niveaux aujourd'hui spot sur le double B sont autour de 4,70% de rendement. Le simple B à 5 ans est autour de 5,70, 5,80 de rendement. Et ce sont des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis plusieurs années. Donc le niveau absolu est attractif. Il l'est toujours en dépit du mouvement assez significatif de compression des spreads qu'on a enregistré en fin d'année dernière. Il y a encore du taux, il y a encore de la valeur, et donc l'intérêt de ce fonds-là, c'est de verrouiller cette valeur jusqu'à l'échéance du produit finalement. Pourquoi on a des niveaux de rendement absolu? Juste, si tu peux revenir sur la slide précédente, Christophe.
Aujourd'hui, on est très à l'aise pour parler du crédit d'entreprise, essentiellement parce qu'on a un coût du capital qui est remonté. Donc, pour nous, c'est une évidence et je pense que c'est un message qui devient de plus en plus consensuel, mais le crédit d'entreprise doit avoir une place prépondérante dans les allocations d'actifs de vos clients parce qu'on a du rendement et on a aujourd'hui un couple rendement-risque qui est beaucoup plus idéal que celui qu'on avait depuis une bonne décennie. Alors, quand on parle du marché du high yield, on est obligé de passer par la case fondamentale. Il faut qu'on regarde si fondamentalement les entreprises dans lesquelles nous investissons sont solides, avec un profil crédit qui est en adéquation avec le rendement que l'on pourrait avoir sur les obligations qui traitent sur le marché. Pour regarder le fondamental du marché du high yield, j'ai pris le parti pris aujourd'hui de vous montrer, de faire un focus plus précisément sur le bilan. En haut à gauche, vous avez l'évolution du ratio dette nette sur résultat d'exploitation, donc l'EBITDA, depuis 20 bonnes années sur le marché du high yield européen. Ce que l'on constate, c'est que aujourd'hui, on a des bilans qui sont relativement sains avec peu de leverage embarqué en moyenne dans le gisement du high yield. Après, il y a des exceptions, bien sûr, il y a des entreprises qui ont plus de leverage que d'autres, mais en moyenne, on est aujourd'hui sur des bilans qui sont relativement sains d'un point de vue métriques financiers, dette nette sur EBITDA. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que ça signifie quand même qu'on a des bilans qui sont solides et qui vont pouvoir absorber des éventuels chocs sur la prochaine séquence de cycle du crédit, qui est une séquence qui est en train de démarrer là. On voit une macroéconomie qui est peut-être un peu moins orientée, ou en tout cas qui décélère, avec une désinflation concomitamment à cela. Et donc, cette nouvelle séquence de crédit, on est beaucoup plus à l'aise pour l'entrevoir avec des leviers qui sont relativement modérés. Le graphique du dessous reprend la qualité de cash dans les bilans. Si on regarde essentiellement l'univers du high yield en mettant de côté les émetteurs qui sont jugés les plus fragiles, les B3 ou moins, le reste du marché a du cash et c'est plutôt une composante cash qui est de qualité. Et donc ça aussi, c'est un élément qui est important. Ça veut dire que à la fois sur la partie passif financier, eh bien, effectivement, on a des dettes, mais qui sont en adéquation avec le résultat d'exploitation que les boîtes peuvent générer. Et de l'autre côté, sur la partie actif, on a du cash. Donc, on a un équilibre qui est assez intéressant, à mon sens, pour le souligner aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que vous touchez du doigt le métier de Kevin au quotidien. Contrairement à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur Green Bonds 2028, là, ce qui va faire la différence et ce qui fait la différence sur ce type de fonds, c'est le choix des émetteurs. Donc, au-delà des ratios chiffrés qu'évoque très bien Kevin, il y a aussi l'expérience et l'expertise de l'équipe de gestion pour pouvoir utiliser ces chiffres-là, connaître les émetteurs qui sont en face, parce que c'est là tout le travail, c'est la sélection des émetteurs qui va faire le boulot. Et ça, si on n'a pas d'expérience, si on n'a pas l'expertise et si on ne rentre pas un peu sur cette composante un peu chiffrée, et d'ailleurs qui est assez agréable à comprendre, parce que quand on voit qu'il y a moins de levier, que c'est moins endetté, qu'il y a la composante cash qui est là, ça rend les éléments confortables. Ça veut dire que l'univers obligataire, globalement, il est de plus en plus large, on peut faire de plus en plus de choses. Et quand on rentre vraiment dans le détail, on voit qu'on est dans des niveaux de risque qui sont à la fois maîtrisés et sur lesquels on a l'expertise. Donc, globalement, ça coche évidemment beaucoup de cases. Et la question qui vient après, c'est justement de se dire pourquoi on va sur l'échéance 2029. Oui, alors pourquoi 2029 ? Je l'ai dit en préambule, on a envie de verrouiller ces niveaux de rendement qui sont satisfaisants. Mais la deuxième réponse, c'est que on a des cycles dans le marché du crédit à haut rendement. Et là, on va démarrer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va notamment se traduire par de nouvelles émissions qui vont être lancées sur le marché. Pourquoi on pense qu'il va y avoir une activité sur le marché primaire qui va être dynamique sur les prochains trimestres ? Eh bien, parce qu'il y a un mur de dette à refinancer. C'est un mur qui est en 2025-2026, où on a schématiquement environ 180 à 200 milliards d'euros de dettes qui tombent à échéance. Donc, les entreprises, les directeurs financiers l'ont bien en tête, ont bien compris qu'il fallait refinancer
sans trop tarder. En général, on le fait 12 à 18 mois avant l'échéance finale de l'obligation. Et donc, on pense qu'il va y avoir beaucoup de primaires sur les prochains trimestres. En tout cas, on ne serait pas surpris de voir une activité primaire plus dynamique que celle qu'on a connue en 2023. Et donc, on le fait aujourd'hui. On va essayer de profiter de ce marché primaire à venir en allant s'exposer sur un véhicule daté 2029 parce qu'on va, dans ce véhicule, souscrire, participer aux nouvelles émissions de manière à se réexposer sur la maturité qui nous va bien, le fameux 2029, qui correspond finalement à une obligation standard 5-6 ans que pourrait émettre n'importe quel émetteur high yield aujourd'hui. Et on le fait aussi parce qu'on aura en principe une prime à l'émission. Donc, on va avoir le meilleur des deux mondes. On va pouvoir se réexposer pour augmenter la granularité du portefeuille avec de nouvelles émissions, du nouveau papier. Et en plus, on va le faire avec une prime de rendement qui va nous être octroyée parce qu'on vient participer à cette activité primaire. Tu parlais de la sélectivité, Christophe, juste sur le slide précédent, parce qu'il est le graphique du bas est important en fait. Quand on dit qu'il faut être extrêmement sélectif, bien sûr, de toute façon, dans le haut rendement, il faut être sélectif. Et puis nous, on essaie quand même de promouvoir la gestion active, donc la gestion concentrée. On n'est pas très à l'aise avec la notion de TF où on va acheter tout le marché. Non, nous, on pense qu'il faut, pour générer de la performance sur un horizon assez long, il faut sélectionner des histoires, il faut aller s'exposer en étant concentré sur des histoires bien spécifiques. Donc, cette sélection de valeurs et cette sélection de dossiers, dans le cadre du primaire qui est attendu comme dynamique, elle va être importante parce que les entreprises vont se refinancer avec des coûts d'intérêt, des charges d'intérêt qui vont être plus fortes, plus importantes. Je ne serais pas surpris de voir des émetteurs qui refinancent des dettes avec des coûts d'intérêt sur la nouvelle obligation qui soient 2, 3, 4 fois supérieurs. Donc ça va avoir un impact immédiat dans la capacité des entreprises à générer des cash flows dans la durée, puisque la charge d'intérêt va être plus importante. Et donc ça, c'est traduit dans le graphique en bas à gauche, l'ICR, l'Interest Coverage Ratio, le ratio de couverture d'intérêt, qui est schématiquement l'EBITDA divisé par la charge d'intérêt. Plus le ratio est élevé, mieux c'est, parce que ça veut dire que l'EBITDA couvre X fois la charge d'intérêt à rembourser par l'entreprise. Il faudra qu'on soit vigilant dans la sélection des dossiers, de manière à ne pas forcément se laisser attirer par un rendement, une prime de risque qui soit très importante si les fondamentaux ne sont pas bons. Il y aura quand même la nécessité de trier le bon grain de livret dans cette sélection qu'on fera sur les nouvelles émissions primaires. Un point assez rapide, c'est un graphe que j'ai eu l'occasion de montrer à plusieurs reprises, c'est simplement l'échantillonnage de notre marché à haut rendement avec un filtre par rating. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le marché a significativement changé depuis la grande crise financière de 2008. On a davantage d'émetteurs qui sont notés dans l'univers des simples B. Et donc ça fait écho à ce que tu pouvais dire, Christophe, ou ce que je pouvais évoquer juste à l'instant sur la nécessité de bien sélectionner les dossiers. Quand on choisit des émetteurs notés simple B, effectivement, il y a des qualités dans ces entreprises, mais il y a également des défauts. Et donc l'idée, c'est quand même d'aller sélectionner la meilleure balance entre le rendement que l'on peut avoir et le risque qu'on embarque sur les sous-jacents. Et aujourd'hui, dans le high yield, il y a quand même une majorité d'émetteurs qui sont notés simple B. Donc, il y a cette importance de faire une sélection minutieuse dans les obligations qu'on va mettre en portefeuille. La sélection de dossiers, le high yield, tout de suite, on pense au taux de défaut. Alors, les taux de défaut, c'est une opportunité. Ça, c'est un titre un peu accrocheur qu'on a souhaité mettre ici. Pourquoi c'est une opportunité, en fait, ces remontées de taux de défaut? On avait un marché du crédit à haut rendement qui était sous artifice depuis 10 ans. Il n'y avait pas de taux de défaut, très peu. Aujourd'hui, avec le coût du capital qui remonte, il y a une meilleure allocation de l'argent qui s'opère sur l'ensemble des classes d'actifs, dont le crédit. Cette meilleure allocation d'actifs fait qu'aujourd'hui, on peut investir dans des entreprises qui sont risquées, mais sur lesquelles on a du taux,
Alors qu'avant, on investissait avec du risque et on n'avait pas nécessairement de taux. Donc, cette meilleure allocation fait que, effectivement, le marché va faire une sélection naturelle entre les émetteurs qui ne parviendront pas à traverser la prochaine phase de cycle de marché. Et donc, le marché, avec sa guillotine, coupe et puis dit, non, on vous finance plus. On pense qu'une restructuration financière ou une liquidation, dans le pire des cas, est nécessaire de manière à repartir sur des bonnes bases. Et donc, ce taux de défaut va remonter. Le marché, de manière un peu consensuelle, pense que le taux de défaut va aller à 3, 3,5, ce qui est la moyenne historique des 30 dernières années. Moi, je pense même qu'on peut aller un peu plus haut que ce 3, 3,5. Mais en tout cas, cette remontée du taux de défaut va nous créer des opportunités dans le marché. C'est évident qu'un véhicule daté 2029 va pouvoir, au cours des 5-6 prochaines années, profiter de certains cas qui vont partir probablement à tort. On va se réveiller un bon matin avec un prix sur des obligations d'un émetteur X qui vont décrocher significativement. Le marché va prendre peur. Nous, en restant totalement humble, mais on va dire qu'on connaît, on a notre buy list qui est déjà préparée le matin. Donc, on va essayer de s'extraire du marasme ambiant pour aller profiter de ces opportunités de marché en allant acheter ces papiers qui sont dégradés de manière injuste avant que le marché comprenne que, non, effectivement, il y avait ce problème-là, mais il était bien spécifique, il était connu du marché et puis on est rémunéré pour. Donc, on va essayer d'en profiter de manière totalement humble. Ça marchera peut-être pas à chaque fois, mais on va dire que, en tout cas, cette remontée de taux de défaut est une bonne chose pour le gisement du crédit à haut rendement. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, dans 2 minutes, là, quand on regardera un peu ce qu'on peut attendre. On a aussi essayé de voir si on avait des défauts, ce que ça impacterait en termes de performance sur le fond, parce que c'est toujours bien de pouvoir se projeter. Et là, c'est toujours un peu bizarre, cette histoire de défauts. Comme l'a très bien dit Kevin, depuis 10 ans, des défauts, il n'y en a quasi pas eu, à part quelques trucs, mais c'était assez léger. C'est intéressant de voir comment on peut se projeter dans un horizon de temps un peu différent, avec des défauts qui pourraient effectivement augmenter. Mais on pourrait aussi avoir une typologie de défauts qui est des boîtes qui arrivent pas à la dette, tout simplement. Donc, ça serait aussi un élément qu'il faudra prendre en compte. Oui, d'ailleurs, on l'évoque ici, c'est-à-dire que comme on a une prime de rendement complémentaire par rapport aux années passées, on peut absorber des défauts en fait dans le portefeuille. Ici, on vous a fait un exercice qui est un exercice avec des hypothèses qu'on pose sur la table, mais qui consiste à dire que notre portefeuille cible aujourd'hui, il peut délivrer 6% de rendement pendant 6 ans. Si on dit que sur notre sélection de dossiers, on va se planter sur 30% de notre sélection, ce qui est beaucoup, 30%, on est au-dessus des 3,5 attendus par le marché. C'est possible qu'on ait des défauts naturellement. Bon, 30%, c'est peut-être beaucoup, mais l'objectif ici est de partir sur un scénario un peu, très pessimiste. Donc, si on dit qu'on a 30% du portefeuille cible qui fait défaut et qu'on a 6% embarqué de taux de rendement annuel, en fait, on arrivera quand même à générer une performance brute positive et même nette. Même si on la retraite des frais, elle restera nette, cette performance positive. On serait à 2,5. Alors, on vient poser tout un tas d'hypothèses sur ce slide-là, notamment à quel moment interviendrait le défaut. Est-ce qu'il interviendrait en N+5 ou est-ce qu'il interviendrait en année N? C'est pas la même chose puisqu'on aurait quand même encaissé 5 années de coupons. On pose également l'hypothèse de combien on va récupérer sur les entreprises qui vont partir en défaut. Il y a cette notion de récupération, de recovery. Alors, à combien on se met? Nous, de manière un peu arbitraire, on a choisi 30%. 30%, c'est la moyenne basse de ce que l'on a l'habitude de constater sur les 20 dernières années. Donc voilà, on a essayé quand même de prendre des hypothèses assez dégradées pour montrer que même en posant ces hypothèses dégradées, il y aurait en fait qu'un manque à gagner en allant s'exposer à un véhicule daté à yield 2029 aujourd'hui. Parce qu'on a la composante rendement qui est suffisamment importante. Ça, c'est un élément qui est quand même énormément. C'est le central. Oui, non, mais c'est un élément qui a beaucoup changé dans l'univers obligataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu les niveaux de taux, c'est-à-dire qu'on a un matelas quand même de coupons qui permet d'absorber des chocs de marché. Alors que quand on avait des taux à zéro, il n'y avait plus de matelas, on était directement sur le sommet et le moindre choc vous emmenait en territoire négatif. Là, ce qui peut se passer au pire, et c'est quand même très différent pour vous, quand on parle à des clients finaux, c'est quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire qu'au pire, ce qui peut se passer, c'est que ce soit déceptif. Mais déceptif dans un territoire de performance positive.
C'est pas la même chose de dire on essaye de gagner 6, in fine on va faire 3. Bon, c'est un peu moins bien, je suis désolé. Plutôt que de dire on va essayer de faire 2 ou 3 et on fait moins 10 ou moins 5. C'est pas du tout le même environnement. Ce qui a changé la donne aujourd'hui dans l'univers obligataire, c'est que au pire c'est déceptif, mais positif. Donc en termes de visibilité, ça change bien évidemment radicalement tout. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle en 2023, et j'imagine que ce sera la même chose en 2024, la classe d'actifs qui a collecté le plus d'argent, c'est la classe d'actifs obligataires. Pour toutes ces bonnes raisons qu'on avait un peu oubliées, avec des taux à zéro, qui reviennent maintenant de façon évidente pour tout le monde. Et puis après, le crédit, ça reste des maths, c'est pas tellement de la poésie. Donc tous ces chiffres-là, tous ces calculs-là, on les fait aisément. On a vu d'ailleurs l'année dernière, en 2023, il n'y avait pas de fonds obligataires négatifs, à part 2-3 bizarreries, mais c'est quasi pas arrivé. On peut imaginer qu'on va avoir la même chose en 2024 et certainement en 2025. Donc l'univers, il est quand même très propice à cette classe d'actifs. J'ai envie de dire un peu tant mieux parce que c'est notre ADN historique et c'est là-dessus qu'on a de l'expertise et qu'on sait faire des choses. La photographie du portefeuille cible. Donc, l'objectif de rendement dans le prospectus, c'est OAT 5 ans plus 300 BP. Aujourd'hui, on est au-dessus de cet objectif, puisqu'on est sur un petit 6% de rendement dans le portefeuille cible à ce matin. Le fonds, donc, on va le lancer avec 40 lignes. Ce sont 40 lignes qui sont déjà, c'est le stock déjà existant sur le marché du high yield, qui coche la case du 2029. Donc, on a déjà choisi 40 obligations qui sont de maturité 2029 qui vont composer notre socle de démarrage du fonds. Et puis, au fur et à mesure, comme vous l'avez bien compris, on va participer aux nouvelles émissions primaires qui seront, je pense, assez importantes. Et donc, on va donner de la granularité au portefeuille pour atteindre probablement 70-80 lignes. En général, c'est la granularité que je donne au portefeuille daté. C'est le 7e fonds daté qu'on lance avec Christophe. Et en général, je suis entre 70 et 80. Donc, on va tendre sur cette granularité-là au fur et à mesure de notre participation dans les nouvelles émissions primaires. 6% de rendement, on va avoir une valorisation quotidienne. Ça, c'est également un point qui est important pour nous. La notation, eh bien, elle sera dans la notation moyenne du high yield. On va descendre un petit peu en qualité de crédit. On va faire du simple B. C'est notre marque de fabrique, c'est le marché que je travaille depuis pas mal d'années et c'est ici où on va essayer de se démarquer de la concurrence en allant sélectionner nos émetteurs, en allant chercher les meilleurs couples rendement-risque que j'évoquais tout à l'heure. Une relative équipondération sur les lignes cœur du portefeuille, ça sera au démarrage, puisqu'on va être sur 40 lignes au départ, donc on va être sur une liste très resserrée et puis la granularité augmentant va faire qu'on va schématiquement avoir un maximum de 3% par ligne. Je pense à la fin de la période de commercialisation du produit, je n'aurai pas de ligne supérieure à 3% de l'actif. La majorité des lignes émises dans les prochains trimestres, ça on l'a évoqué, c'est pour profiter des refinancements. Et puis, au-delà de la partie financière, on tient compte également de critères extra-financiers. Donc ça s'illustre par le fait que le fonds est un fonds article 8. Comment on va faire cette sélection extra-financière? On va s'appuyer par de la recherche indépendante, certes, mais on va surtout s'appuyer par de la recherche interne, puisqu'on a un analyste crédit ESG qui est dédié justement à la lecture extra-financière de l'ensemble des émetteurs sur le compartiment du crédit et notamment d'ailleurs sur le compartiment du crédit à haut rendement. Donc, on va s'appuyer sur son savoir-faire pour essayer de répondre au mieux à notre philosophie d'investissement responsable, d'investissement ESG qu'on a défini depuis quelques mois déjà. Bon, c'est pas mal tout ça. Les risques, ouais. Les risques, ouais, on l'a dit, évidemment, dans tous les investissements, il y a du risque aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes tranquillement. Alors, j'ai une question que j'aime beaucoup, c'est où est-ce qu'on peut acheter ces fonds-là? Globalement, chez toutes les plateformes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, alors c'est en cours de référencement parfois, mais on peut dire qu'entre maintenant et fin février, à la fois chez AXA, chez Generali, chez Cardiff, chez Viplus, chez Intensial, chez UAF, chez Norcia, je pense que j'ai oublié pas grand monde, chez AGAS, globalement ça devrait être à peu près chez tout le monde. Voilà, évidemment il y a une vraie appétence pour ce type de fonds, vous l'aurez compris. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie offre double qui se marche pas sur les pieds, bien évidemment, qui peut correspondre à des typologies de clients différents, mais
qui d'ailleurs peut aussi être mixé, parce qu'on va pas porter le même risque, bien évidemment, pas la même rentabilité, mais sur des sujets qui sont assez divers l'un de l'autre. Donc ça, c'est un vrai sujet en termes de souscription et de commercialisation, donc chez tous les bonnes plateformes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Donc ça, c'est un sujet important. On a aussi des questions sur la partie green, pour savoir effectivement si on allait communiquer les différents reporting. Alors c'est un sujet sur la communication à l'intérieur des fonds. Une fois que les fonds vont être lancés, c'est-à-dire ils ont déjà lancé, on a commencé à avoir les premières souscriptions, on va avoir un niveau de reporting qui va être très précis, mais d'ailleurs sur les deux fonds. C'est-à-dire qu'à la fois sur la granularité des lignes, sur la partie high yield que vient d'évoquer Kevin, pour que vous voyez exactement ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on puisse suivre l'évolution du fonds. Voilà, en termes de taux actuariels, autour de 6 de rendement, on espère peut-être un peu plus. En termes de notation, en termes d'émetteurs, on va être très précis là-dessus pour pas qu'il y ait de tromperie sur la marchandise. Et pareil sur la partie green bonds. Alors, autant le choix des émetteurs sera peut-être un peu moins important, mais en revanche, la partie reporting de ce qu'il y a à l'intérieur, on va essayer de transpariser le maximum de choses pour que effectivement vous ayez des choses à raconter. Voilà, donc il y a aucun problème. Une autre question aussi, on peut évidemment vous accompagner. Alors ça, c'est plutôt une question sur la partie green bonds. Si vous avez certaines typologies de clients qui peut être un peu institutionnels, sur lesquels on peut aller un peu plus loin sur la partie green, évidemment, vous pouvez compter sur nous, on pourra vous accompagner avec plaisir pour avancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Les SRI. Alors les SRI, je les ai pas en tête, c'est pas bien. Je crois que c'est deux. Kevin et Dimitri, vous m'aidez, mais je crois que c'est deux. Il y en a deux sur Green Bonds 2028, oui. Et Kevin? 3 sur 3 sur entre 2 et 3. Bon, c'est assez logique, 100% IG d'un côté, 100% IG de l'autre. Donc voilà, on est entre 2 et 3, donc dans un univers assez confortable. Voilà, donc bon, il y a beaucoup d'autres questions, mais voilà, on ne peut pas toutes les prendre. Merci beaucoup pour votre attention. Passez tous un bon week-end. Et puis on refera certainement un webinaire de nouveau pour voir comment ça a évolué tout ça et voir comment sur l'année 2024 on avance sur ces deux fonds. Merci à tous, passez un bon week-end et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bon week-end, merci.